Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Philippe, un joueur de trombone intrépide, ayant accepté d'explorer avec nous son rapport à la musique. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous présente cet épisode d'Écolocation, dans lequel nous parlons du petit frère de Mylène Farmer, de service militaire et de gala. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Écolocation. Aujourd'hui, je suis en présence de Philippe, une connaissance d'un ami très proche qui a accepté de parler avec nous de musique. Alors Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux auditeurs ? Bonjour, j'ai 52 ans, je suis musicien professionnel, essentiellement tromboniste et percussionniste. J'ai 2 filles, j'habite à Paris, quartier Guy Moquet, les Épinettes. Et puis j'ai bien aimé l'idée de répondre à votre enquête parce que la musique, même si c'est pas juste mon métier, j'étais mélomane avant d'être musicien. Et voilà. Merci beaucoup. Welcome. Enfin, j'aime beaucoup le fait que tu insistes aussi sur le fait que tu sois mélomane avant d'être musicien, parce que j'ai l'impression que souvent dans les contenus on parle de musique, enfin on met en avant les artistes, etc., mais on oublie souvent le fait que eux-mêmes avant c'était des passionnés de musique. Et donc j'espère qu'on va pouvoir un peu explorer ce côté-là aussi de son parcours. Ok. Alors je vais commencer tout simple. Est-ce que récemment il y a un son qui t'a marqué, qui t'a écouté en boucle ? Le dernier truc qui m'a tarté, mais ça fait déjà un moment, c'est Anderson .Paak. Oh, ok. Je pense que tu dois connaître D'Angelo. D'Angelo, pour moi, c'est l'artiste afro-américain des années 2000, et Anderson .Paak, c'est celui des années 2010. Ok. Comment t'as découvert Anderson .Paak ? Bonne question. J'ai peur que ça soit à cause d'Amazon, à ma grande honte. Ça reste une belle découverte. Non, c'est super, je regrette pas. Non, il a fait beaucoup de projets assez dingues, et là récemment il a fait une sorte de groupe avec Bruno Mars. Ouais, le Silk Sonic, ouais. Ouais, exactement, et ça je pense que c'est un son que je peux écouter en famille, tout seul, je sais pas, incroyable. Je trouve ça assez étonnant. J'aime bien Bruno Mars aussi, même si c'est quelqu'un qu'on peut accuser de pomper les autres, mais en fait moi je considère que la musique c'est un artisanat avant d'être un art. Ça peut être un art, et j'aime pas l'idée de hiérarchiser, de dire Jean-Sébastien Bach c'est de l'art et la chanson c'est des clopinettes. Ouais. Mais il y a quand même un truc où la créativité en musique c'est assez compliqué en fait. Pour moi la musique c'est le rythme, l'harmonie et la mélodie combinés. Tu peux sciencer l'harmonie et le rythme, et la mélodie c'est un peu mystérieux. Donc c'est là qu'il se passe un truc. Après il y a la technicité. Il y a des musiques qui sont ultra le jazz rock typiquement par exemple, c'est une musique qui demande beaucoup de technique et tout, mais qui est rarement vraiment heureuse quoi. Souvent je trouve que c'est trop de notes pour pas grand chose. C'est de l'énergie qui se perd, je sais pas comment dire. Et Bruno Mars, sosie d'Elvis, machin, ses parents lui faisaient faire des concours de sosie d'Elvis. Ok. Et quand tu regardes ses albums, ses tubes ou quoi, tu peux les disséquer en disant ça c'est une pompe de Police, ça c'est une pompe de Pass di Deutsche, ça c'est une pompe de The Time avec un peu de ceci, de cela. Mais c'est pas grave, parce que c'est fait avec une bonne sincérité, une bonne qualité quoi. Déjà c'est un mec qui se pointe dans les années 2010 et qui met 3 cuivres. Moi je suis tromboniste, ça me fait plaisir. Okay. Ça fait quand même des années qu'on met des machines pour faire les cuivres et qui ont un son dégueulasse, et qu'une section c'est sublime. Il y a un côté, tu vois, tu me demandais si je voyais un rapport avec le cinéma. Moi je vois aussi un rapport avec le sport, et le côté la section, c'est un truc que je trouve très beau quoi. Ce truc de être 3, 4, essayer de faire un seul, c'est beau quoi. Et amener ça c'est beau. Le côté musique et danse. Et Anderson .Paak, c'est un kiffeur. C'est un chanteur qui est d'abord batteur. Oui. Et ça se ressent, quoi. Et je trouve ça super aussi en live dans ses morceaux. Il commence les morceaux au micro devant, avec une boucle.
Et au milieu du morceau, il part derrière à la batterie, la boucle s'arrête, bim, il lance le truc, ça fait un changement d'énergie, et puis c'est un putain de batteur, et il a une voix incroyable aussi. Ouais, il cumule un peu tous les talents, enfin, j'ai l'impression, enfin, c'est assez dingue de voir, enfin, le talent, il est talentueux, ça sent que le niveau technique c'est ultra propre, mais, comme tu as dit, c'est ce truc-là, enfin, Anderson .Paak comme Bruno Mars, les deux, ils ont cette sorte d'énergie qui est communicative, j'ai l'impression. Et, Un truc aussi, je trouve, ils expriment, il y a un truc que je vois dans cette génération ailleurs, c'est qu'ils aiment la musique et ils s'aiment bien les uns les autres. Il y a eu, ça fait longtemps qu'on fait des featuring et des ceci et des cela. Mais souvent les featuring c'était un prétexte à business. Je sors un album de hip-hop, je veux qu'il se vende le plus possible. Donc je vais aller chercher des featuring pour que les gens qui aiment la personne que je mets en featuring, ils aient envie d'acheter l'album. Et dans la génération des trentenaires afro-américains, je ressens pas ça. Kendrick Lamar, Thundercat, Anderson .Paak, Mac Miller qui n'est plus, et d'autres comme ça. Ils aiment brasser ensemble, quoi. C'est évident. Ils aiment les particularités qu'ont les autres et voilà. C'est pas, ils kiffent la zik, quoi. Thundercat, mais kiffe la zik. Et, enfin, il y a un truc qui là, j'avoue, qui me déstabilise un peu. Enfin, tu restes un adulte, un père de famille, et, enfin, t'as évoqué avec vraiment beaucoup d'aisance, enfin, des artistes comme Thundercat, Anderson .Paak, Bruno Mars, mais aussi, tu parles de Bach et tout ça. Enfin, comment tu fais pour, disons, suivre la musique qui sort actuellement, alors que, j'imagine que t'as beaucoup d'attaches. En fait, je la suis pas vraiment. Ouais. Je la suis pas. Enfin, j'ai arrêté de suivre la musique depuis qu'elle me passionne vraiment, bizarrement. Je sais pas comment dire. Il y a un moment qui est net pour moi, c'est 83. Je suis en 5e. C'est l'année où sort Thriller de Michael. À l'époque, j'écoute Énergie et je fous une cassette dans la radio et dès qu'un morceau me plaît, je l'enregistre. Et à cette époque-là, j'ai un pote, je sais même plus qui c'est, qui me fait écouter le premier album de Clash, The Clash, du punk. Et ma voisine, elle me fait découvrir 2 albums de Steel Pulse. Un groupe de reggae anglais, des Jamaïcains d'Angleterre. Aujourd'hui, Steel Pulse, ça fait partie des 3 groupes que j'aime le plus dans ma vie, qui sont Fishbone, tout en haut, un groupe de noirs californiens incroyable, qui joue toutes les musiques, qu'on dit être un groupe de fusion, mais moi je réfute. Et puis Parliament Funkadelic, le groupe de George Clinton, les 2 groupes de George Clinton, qui sont un lien entre Détroit et la côte ouest, et qui sont le lien aussi entre Jimi Hendrix et James Brown, et qui sont un peu l'origine d'un certain rap West Coast, quoi. Ok. Je sais pas, là encore une fois. Et donc, tu vois, à 12 ans, j'écoutais déjà des trucs super différents, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis cette même année, j'ai un pote d'enfance, un pote là j'étais en 5e, un pote que j'avais rencontré en arrivant à Chaville en CM1, qui me présente le petit frère de Mylène Farmer. Quoi? Ok, c'est un problème. L'année où elle sort Maman à tort, donc le tout début de sa carrière. Et ce gars-là, il était fan de New Wave. Et il était comme un geek avec la musique. Il avait 2 platines vinyles, 2 platines cassettes. Il passait sa journée à faire des enregistrements, des compilations et tout ça. Et il m'a fait découvrir plein de groupes anglais que je connaissais pas. Et rétrospectivement, la New Wave de cette époque, elle est super intéressante. En fait, les Anglais, ils ont un truc particulier avec la musique qui vient de leur baroque, je crois, qui fait que c'est des mélodistes assez incroyables. Et puis, comme ils sont anglophones, ils ont pas de loi tout bon pour leur interdire d'écouter la musique américaine, et ils avaient 15 ans d'avance sur nous pour les radios libres. Mais attends, pour ceux qui sont pas au courant, et j'avoue que là je découvre aussi un peu, mais je me fais une idée de ce que ça peut être, ça consistait en quoi la loi tout bon? La loi tout bon, c'est une loi qui a été passée dans les années 90 pour dire pour protéger la musique française, entre guillemets, pour dire les radios ne doivent pas passer que de la musique anglophone, il faut passer de la musique francophone. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, ça a servi le hip-hop français. Là où c'est les gens qui défendaient cette loi-là, et s'ils avaient pensé à ce détail-là, ils auraient peut-être fait autrement. Yes. Donc c'est un peu l'effet inverse finalement. Les gens ont commencé à faire leur propre son, toujours avec leurs influences un peu américaines et tout ça.
Ouais, je pense que ça a pas d'incidence. Enfin, Ouais. je sais pas. Toi, comment ça t'a impacté, cette loi-là? Comment tu as Moi, ça réagi? m'a pas impacté. Je m'en tape. Enfin, Mhm. je te dis, 83, j'écoutais encore un peu la radio. À partir de 2 ans plus tard, j'ai commencé à écouter surtout du punk, à vouloir faire de la musique. 83, 84, 85, je jouais du hautbois, j'ai arrêté, j'ai commencé la basse et la batterie, par un petit hasard heureux, avec un copain qui, lui, partait dans la basse. Et voilà, pendant 2 ans, j'écoute plus ou moins que du punk. Et puis je commence à me réouvrir un peu, reggae, rhythm and blues, je découvre James Brown. Je me rappelle très bien la découverte des morceaux des années 70 de James. Ça, c'est une gifle. Ah ouais? C'est vraiment une gifle. Je jouais de la batterie par-dessus. Désolé, mais enfin, qu'est-ce qui t'a giflé dans les morceaux de James Brown parce que quand même, t'as déjà un bagage. Parce tu parles de que, plein parce d'artistes que, différents. parce qu'en fait, parce que je suis rythmique, moi. En fait, tout m'a amené vers ça. J'ai un copain qui dit que, j'ai un copain excellent musicien qui pense que, on parle de groover, tu vois. Pour nous, les groovers. Le groove, pour moi, c'est le côté humain du rythme. C'est-à-dire, si on était des machines, on ressentirait tous le tempo parfaitement, précisément. On jouerait au fond absolu du tempo. Et les musiques, elles ont des caractères par rapport au temps. Elles se jouent devant ou derrière. Tu vois ce que je veux dire? Non. Quand on dit derrière le tempo, c'est qu'on va jouer légèrement en retard. Devant le tempo, on va jouer légèrement en avant. Au fond, on va jouer au fond. Et la bonne musique, elle mettrait ça. Enfin, les bons musiciens, ils mettraient ça. Et en fait, pour moi, toutes les musiques qui me plaisent, c'est des musiques de groove. Il y a des gens qui font une erreur, qui pensent que le groove, ça définit la musique afro-américaine. Non, ça définit l'aspect humain de la musique, le reggae groove, la salsa groove, tout ça. Enfin, et moi, tous ces trucs-là me parlent en fait. Et c'est aussi, je suis quelqu'un qui a de l'énergie. Depuis que je suis petit, je suis speed, je cours partout, je suis joyeux. Enfin, j'ai pas que ça, mais il y a ça en moi. Et en musique, ça s'est exprimé comme ça. Enfin, tu vois, c'est envoyer de la purée, envoyer la purée. Envoyer la purée. Et enfin, tu vois, par exemple, dans la salsa, j'ai retrouvé un truc de l'énergie du punk. Ou Fishbone, c'est extrêmement puissant. C'est des gens qui font du funk, du ska, du punk, du metal, mais toujours avec la même sincérité, la même énergie. Et moi, ça me soulève, quoi. Ça me soulève. C'est comme quand tu prends un grand shot d'alcool pur, enfin, de vodka ou je sais pas quoi. Ça fait un truc comme ça. Moi, ces musiques-là, ça me fait ça, quoi. Et si pour moi, une section de trompette de salsa, ça me prend dans la colonne comme peut prendre un riff de guitare saturé bien joué, quoi. Ah, c'est super. Et en fait, tu me demandes pourquoi tu peux être éclectique ou comment tu peux être éclectique. Moi, c'est juste ça, en fait, c'est l'énergie. On est tous... la musique, c'est aussi du son, une façon d'enregistrer. Et il y a des façons d'enregistrer avec des époques. Dans les années 80, elle mettait beaucoup de reverb sur la batterie. Il y a des gens, ça leur parle pas. Moi aussi, des fois, je suis gêné par le son. Enfin, dans la musique afro-américaine, je préfère le son des années 70 au son des années 80. Pourquoi? Parce que ça me parlait plus, et à un moment donné, je peux dépasser ça. Il y a un moment où tu dis non, c'est du style 80, laisse tomber. Et puis à un moment donné, tu fais un peu l'effort d'écouter. Il y a des gens qui aiment ce style et qui te montrent les perles. Des fois aussi, tu joues des morceaux. Quand tu joues un morceau, là, tu le connais vraiment. Quand ça tu change ton l'écoutes, rapport. c'est pas pareil. Quand tu l'écoutes, tu t'attrapes pas tout. C'est ça aussi. C'est les gens, on n'a pas tous la même écoute, tu vois. Il y a des gens, ils écoutent, et ils connaissent l'harmonie instantanément, quasiment. Peut-être pas, il y a ce qu'on appelle oreille absolue et ce qu'on appelle oreille relative. Mhm. Il y a des gens, ils savent tout de suite de quoi ça ressort. Et moi, en fait, l'harmonie, ça a jamais été le truc essentiel pour moi. C'est pas ça. Moi, les sons, pour moi, c'est le groove, Le groove qui le remonte, rythme, ouais. l'énergie, les mélodies, les timbres aussi, c'est important. Enfin, tu vois, il y a des chanteurs qu'on n'a pas envie d'entendre. Des chanteuses. Quoi? Bah, non, enfin, on n'aime pas... Ah, Tu vois, le cas par cas, le timbre d'Anderson .Paak, par exemple, il me plaît à mort. Ouais, ça veut pas d'avoir un dire peu comme ça, un peu que je embrayé. pourrais écouter n'importe quelle bouse qui lui passerait par l'envie de chanter, mais
Enfin, il y a plein de paramètres qui comptent. Et ça fait que, bah, on n'aime pas tous les mêmes choses et qu'on ressent pas les choses de la même pareillement. façon. Mais c'est intéressant, t'as parlé quand même de la musique et surtout du fait que quand on passe un peu de l'autre côté du rideau, qu'on commence à faire les sons, à les jouer, là le rapport à la musique change. T'as parlé encore une fois aussi d'expérience de hautbois, de trombone, enfin batterie. Enfin, c'est quoi le premier instrument de musique que t'as joué et pourquoi Flûte avec, parce que j'avais pas le choix, c'était à l'école. Ok. Et le hautbois, j'ai commencé l'année d'après, 5e. Tu voulais Et le le niveau hautbois, supérieur? pourquoi le hautbois Non, c'était pas une histoire de niveau supérieur. Dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens. J'ai une fratrie de 7 cousins, dont une seule n'a pas joué. Et les aînés jouaient super bien. Donc ils sont 5 plus âgés que moi. Enfin, je dis ils sont, mais c'est des garçons et des filles. Il y a 4 filles et 3 garçons. Le premier jouait piano, puis un garçon violon, puis une fille violoncelle. Ces 3-là jouaient vraiment super bien. Wow. Ceux d'après on jouait moins bien, mais voilà, moi j'étais petit, je les voyais jouer, puis ça donnait envie, quoi. Et du coup j'ai choisi le hautbois parce que personne le faisait. Mais c'est dommage parce que c'est un instrument qui n'est pas tout terrain. C'est un instrument qui n'existe que dans le classique, quoi. Ah ok, c'est dur d'aller vers un autre genre musical avec un hautbois. Ouais, je sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire du jazz avec, mais je sais pas, tu vois, il y a des sons larges. Ça, c'est pas un son large, quoi. Je sais pas comment dire. Le trombone, je l'entends, je fais waouh. Enfin, c'est un instrument qui me faisait rêver avant de le jouer. Directement le trombone. Ouais, la trompette, le trombone, la trompette, t'as pas besoin de jouer 100 000 notes pour que ça soit beau, quoi. Enfin, je sais pas. Le sax, tout le monde a pas un beau son. Le sax, il y a des gens qui se débrouillent pour faire des agencements de notes incroyables. Alors, il y en a qui se masturbent, qui débitent de la double croche, quoi. Et ça m'a jamais fait vibrer. Ok. Mais il y a des gens qui ont le son. Mais par contre, pour moi, les cuivres, ça a plus naturellement le son. C'est intéressant ça parce que souvent les gens je sais pas sont plutôt attirés vers des instruments comme la guitare la batterie tout ça et Ouais, toi, parce c'est qu'ils des veulent cuivres. pécho. Ouais, c'est vrai. Enfin je sais pas Non, mais je sais pas, c'est l'instrument du leader, c'est beau gosse, la guitare, t'es là, les jambes écartées, la guitare un peu basse, tu fais des moulinets avec ton bras. Bon, je rigole, hein. Non, mais, Ouais. mais moi-même, je me suis rêvé guitariste, je me suis rêvé chanteur-guitariste quand j'étais jeune ado, tu vois. Ok, sur le devant de la scène et tout, faire des riffs. Ouais, carrément. Et finalement ça reste le trombone qui Ouais, c'est arrivé bien Petit. après. C'est arrivé bien après. J'ai ok. commencé la basse batterie, 15 ans, quoi. Le trombone, ça n'a été possible que parce que j'ai fait le service militaire comme musicien. Et je devais le faire au tambour, mais je suis gaucher. Et il voulait que je joue en droitier. Et moi, j'ai pas voulu. Ok. Ça ne m'aurait servi à rien, j'aurais appris la prise tambour sur la main gauche. En batterie, tu utilises main droite. Moi, je jouais comme un rocker, je jouais comme ça. Je jouais les deux mains en prise normale, tu vois. Ok. Et je m'étais dit, ouais, ça serait intéressant. Comme ça sera intéressant. Mais pas comme ça. Et grâce au hautbois, j'avais un minimum de colonne d'air. Je savais lire un peu la musique. Donc, on m'a pris comme futur cuivre. Tuba. Petit tuba, gros tuba sous basse sofa. Oh. Ok, donc au sein de l'armée, comment ça se passait? T'étais dans la... J'étais convoqué à Rastatt, à la frontière avec Strasbourg. Ok. J'ai été auditionné comme tous les panquins qui étaient là et on a été répartis sur tous les régiments d'Allemagne qui avaient une musique. Et moi, j'étais envoyé à Berlin. Et donc c'était régiment d'infanterie, donc c'était harmonie avec sax, clarinette et tout ça. Et j'ai été pris pour être basse, quoi. Mhm. Et on était mieux payés du fait d'être à Berlin. On avait une demi-solde en plus par Berlin. Et on avait un boulot militaire qui consistait à faire du canon de vin. Comment? Quoi? On apprenait le canon de vin. C'était un canon anti-aérien qui est obsolète maintenant. C'est Ok. remplacé par des missiles. Et voilà. C'était une époque qui a l'air quand même, ça avait l'air dingue. Donc, C'était marrant. en journée, vous faisiez des canons de vin. Non, le soir, en fait, vous jouiez. c'était fin 92 et le régiment il allait bientôt fermer. Et du coup, à l'époque, au début, on était censé faire moitié-moitié. Et un mec a dit, ça ne sert à rien, on ferme dans moins d'1 an, on représente la France, on va vous faire sortir plus souvent faire de la musique. Donc vous allez faire 80% de musique et 20% de canon. Ok.
Ouais. Là, tu m'as parlé donc bon, là, on est à Berlin. Avant ça, tu m'as parlé de pas mal de musique américaine, même anglaise. Et finalement, de ce que je sais, t'es plutôt aussi attiré par la musique brésilienne. Ouais. Comment t'es Alors, arrivé le truc, sur c'est ce que parcours-là? d'abord, il y a eu la musique latine avant la samba. Ouais. J'avais un copain qui était un très bon percussionniste qui habitait pas loin de chez moi, on était dans le même lycée. Et il m'a montré un premier pattern de conga. Après, j'ai un oncle qui vit au Venezuela depuis la fin des années 60. J'ai raté une première année de fac. J'ai bossé et je suis parti au Venezuela pour 3 mois. Ok. Là, j'ai eu l'occasion, j'ai rencontré un couple de Français qui bossaient avec l'Alliance française. J'ai eu l'occasion de rencontrer un prof de conga. Il y a eu un stage de conga. J'ai fait ça. J'ai sympathisé avec le mec. Je l'ai revu au moment de quitter le Venezuela. Je me suis acheté une paire de congas et une paire de bongos. Alors, bongo, alors. Les bongos, c'est On peut des définir, petits, finalement. c'est des petits fûts courts. En fait, en salsa, t'as les congas. C'est un gros fût légèrement ovoïde. T'en as généralement 2 ou 3, voire plus. Si tu fais la base du rythme. Mhm. Il y a un instrument qu'on appelle les timbales. Ça ressemble à des caisses claires. Il y en a 2. Ça a la tête d'une caisse claire, mais il y a une seule peau. C'est tendu très aigu. Et t'as des cloches et des woodblocks. Les woodblocks, c'est des trucs soit en bois, soit en plastique, qui sonnent très aigus et très secs. D'accord. Et tu fais l'accompagnement, tu fais les claves, la complémentaire de la clave, tout ça. Et puis tu ponctues. Tu fais des roulements qui ponctuent, tout ça. Et les bongos, il y a le poste du joueur de bongo, c'est des rythmiques assez continues qui se marient très bien dans les congas. Et au moment des parties cuivre et des mambos et tout ça, ils sortent une grosse cloche qu'on appelle la campana avec une grosse baguette et ils jouent les Ok. les bongos, tu les joues entre les jambes. Attends, Voilà. comment tu te sens quand t'arrives, du coup, là, t'es au Venezuela, t'es en stage, t'apprends à jouer du conga, et donc t'as tous ces instruments qui arrivent, qui commencent à se marier ensemble, enfin, qu'est-ce que ça crée en toi? Alors, le truc, c'est que le Venezuela, c'est pas un pays de salsa beaucoup. Il y a un grand artiste qui s'appelle Oscar de Leon et qui est à Caracas. Et là, moi, j'étais à Mérida. C'est dans les Andes. Donc, la culture salsa, là-bas, c'est très discret, quoi. J'ai juste acheté, il y avait un disquaire. Je suis allé acheter des cassettes. Et le mec m'a sorti, les gros trucs, connus de la salsa. Et quand on dit salsa, en fait, on parle de la musique latine de New York. Des portoricains de New York. Ah ouais? Dans la salsa, c'est new-yorkais? Ouais. La musique latine, les Cubains, ils parlent pas de salsa. Les Cubains, ils définissent les rythmes, ils disent ça c'est de la bachata, de la rumba, du son, du pilon, tout ce que tu veux, du mambo. Et voilà. Et en fait, l'immigration des latins, des latinos aux États-Unis, elle est quand même assez pas compartimentée, mais les Cubains ils vont beaucoup en Floride, Miami. Okay. Et à New York, c'est plutôt les Portoricains. Et les Portoricains, ils ont des rythmes à eux, la bomba et la plena. C'est proche, c'est différent. Et après, ils prennent aussi les rythmes des Cubains. Ok, ça s'influence. Et genre, ouais, carrément. Enfin, Repareto, tout Fania All Stars, là, à part Celia Cruz, elle est cubaine, je crois. Mais à part ça, majoritairement, c'est des Portoricains. Est-ce que, du coup, enfin, en ayant conscience de tout ça, de ces mouvements de population, de ces mouvements même culturels et tout, toi, à un moment, tu t'es dit que t'allais aller sur les traces de la salsa? Peut-être en allant aux États-Unis, ou bien Non. Non, quand je vais au Venezuela, j'ai pas du tout conscience de ça. Je suis allé à New York en 2001 et en 2014. Je savais ce qu'était New York pour la salsa, mais j'y allais pas spécialement pour ça. Enfin, j'y allais pour New York, quoi. Pour tout, parce que New York, c'est toute la musique. Enfin, okay. Après, bah ouais, enfin, pour moi, c'est une capitale culturelle mondiale. Enfin, à New York, tu rencontres moins d'Américains que tu rencontres de gens du monde entier, en fait, quoi. Dès que tu vas prendre un taxi, ça va être un Pakistanais, un Africain. Enfin, moi, la première fois que j'y suis allé, c'était on allait voir un pote italien de ma femme.
Et on a rencontré des Français, des Sud-Américains. J'ai rencontré des Ricains ponctuellement. Mais D'accord. super ponctuellement, quoi. C'est quand même dingue, enfin, tu voyages, t'es aux États-Unis, et pourtant, en fait, enfin, tu croises quasiment qu'un Américain, quoi. Du moins à New York. Après, en tout cas, les gens avec qui j'ai échangé. Ok. Ah, c'est aussi intéressant, ça. Ils t'ont accueilli, enfin, t'as pu passer des moments avec eux cool et tout. Ouais. Bon, c'est pas les Français, hein. Ok. Les Ricains ont beaucoup de défauts, mais ils sont conviviaux. En tout cas, là-bas, surtout, tu vois, sur les côtes. Moi, je connais que New York, mais bon. J'irais pas me fricoter avec des mecs du Montana, dans le Tennessee. J'aurais envie de rencontrer les gens, mais j'essaierai de faire attention à ce que je dis. Tu vois? Ok. Je parle très très librement partout dans le monde, mais là-bas, je ferai attention. Alors, on digresse vachement, je suis un grand digresseur. Tu m'avais demandé comment t'es arrivé au samba et tout ça. Je me suis perdu en route. Non, pas de soucis. Et du coup, après le service militaire, Ouais. je me suis inscrit à la fac de Saint-Denis en musicologie et c'était chiant, ça a pas duré longtemps. Et il y a des mecs qui m'ont... En fait, j'ai rencontré un orchestre que je ne pouvais pas rater, qui s'est appelé Boboon Brass Band et qui était incroyable. Et pour moi, c'est les débuts, c'est ce qui m'a emmené vers la musique professionnelle. Ce n'était pas pro, mais on a beaucoup joué, on a fait 300 concerts, on a joué avec Michel Petrucciani et tout ça. Quoi? 300 concerts? Ouais, en 5 ans. Et en fait, il y a un trompettiste qui était à la fac de Saint-Denis, qui s'appelle Sébastien Manès, qui m'a vu avec mon trombone dans la fac et qui m'a branché pour l'orchestre. Mais dans le même temps, je m'étais inscrit au conservatoire de Chaville pour faire du trombone avec monsieur Guillonnet, et on était 2 élèves. L'autre élève, c'est Fabien Essorgui, et lui, il était aussi dans Boboon. Donc je ne pouvais pas rater cet orchestre. Ok. Et dans cet orchestre, on a joué essentiellement de la salsa. De la salsa, du funk, un morceau de Fela. Et on a... cet orchestre, il était issu d'un groupe qui s'appelait Jamaica. Et ce groupe, il avait eu l'occasion... des mecs de ce groupe avaient eu l'occasion de faire de la capoeira. Okay. Et aussi d'expérimenter la batucada. Mais c'était marrant d'une manière... avec des petites erreurs. La batucada avec des erreurs. Comment ça? C'était quoi les erreurs qu'ils faisaient? T'as 3 sur 2 dans la batuque. Ok. Les 2 marcations, les gros, qui font bim, bon, bim, bon, bim, bon. Et t'as un petit qui se balade et qui fait bim, king, 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 sur le 2 et le 4. Donc il est du côté du gros. Ok. Et ce truc-là, eux, ils l'avaient décalé un temps en avance. Donc au lieu de faire ping, kong, 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 ils faisaient bon, pour les gens, ils se diront super spécifique. C'est pareil, quoi. Mais non, c'est pas pareil. Ouais. Tu fais écouter 2 secondes à un Brésilien, il fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Wow. Comme, tu vois, comme pour un Afro-Américain, entendre, pom, ka, c'est horrible. Et pour moi aussi, c'est horrible. C'est mon combat. Arrêtez de clapper sur le 1 et le 3. Ok. Bon, je vais essayer. Je suis pas sûr de tout avoir compris, mais ça va venir. Mais attends, mais qu'est-ce que ça représente pour les Brésiliens, la batucada, quand même? Parce que là, c'est plus que de la musique, enfin, c'est culturel. Alors, batucada, c'est un terme qu'ils emploient pas beaucoup. Ils parlent des écoles de samba, des baterias, mais peu importe. Et le samba, c'est de Rio, et ça s'est répandu partout sous des formes diverses et variées. Et la musique de bloco, c'est-à-dire des gros groupes de percussion, il y a 3 grandes cultures. Il y a le samba, le maracatu, qui a 400 ans, qui vient de l'état du Pernambouc. Oula, waouh. Et le samba reggae, qui vient de l'état de Bahia. Et qui, lui, est beaucoup plus récent, et plus récent que le samba. Moi, la partie que je pratique vraiment, c'est le samba carioca, le truc de Rio. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup de... Je trouve le maracatu magnifique, j'en connais un tout petit peu. Et le samba reggae, ça m'intéresse pas trop. Enfin, il y a un truc même qui... En fait, le samba reggae, il est en train un peu de tout écraser, quoi. Parce que c'est plus accessible, c'est plus facile. On peut danser vachement facilement en le jouant. Et du coup... Mais qu'est-ce qui te séduit donc dans le samba carioca? L'énergie. Je retrouve le truc du punk. C'est dingue. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas du punk, bête. mais c'est ultra puissant.
c'est un tsunami le truc quoi. Ça te marche dessus, ça te prend au beat, tu peux l'entendre si t'es sourd, tu l'entends. Tu l'entends par les os quoi. Les tripes et tout partout. Et le côté trance aussi. Quand je faisais de la batterie James Brown, il y a un côté trance. Tu vois, il se passe des trucs dans les chansons, mais globalement, c'est des grooves qui tracent quoi. Ok. Ou un peu comme dans Fela aussi, où tu dois pas bouger quoi. Enfin, t'es un orchestre de 20-25 personnes, et dans les morceaux de Fela, pendant 15 minutes, t'as un mec qui fait coucou, 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 Vraiment, coucou. S'il y a un moment il fait coucou, coucou, Fela il le défonce. Attendez, par contre, le nom me dit quelque chose, mais enfin, c'est qui fait là? C'était un Nigérian, un saxophoniste qui était un militant politique à sa façon. Il était parti faire des études à Londres et il a lâché la médecine, il a fait de la zik comme trompettiste au départ, et puis il a glissé vers le sax. Et je pense qu'il a il a entendu le funk qui montait, il a entendu la musique high life du Ghana, que je connais pas très bien, je saurais pas définir. Et il a fait sa sauce à lui, et il a fait un truc panafricain, tu vois, qui est un truc politique, la Black Pride à l'africaine. Ok. Et en même temps, je pense que, enfin ouais, au Nigeria, il y a du pétrole, donc il y a de la corruption, il y a plus de corruption que s'il y avait pas de pétrole. Oui. Et lui, il a appelé sa maison où il y avait ses icônes, ses femmes, sa daronne, et il a appelé ça la République de Kalakuta. Ok. Et il faisait sa vie, quoi. Enfin, il est mort du sida dans les années 90, je pense. Punaise. Il a l'air d'avoir laissé un héritage super riche. Faut vraiment Ouais, il a 2 fils, Femi Kuti, Sheon Kuti, qui continuent le truc chacun à leur façon. Enfin, l'afrobeat, c'est lui qui a inventé ça. Il y a un groupe chilien qui joue ça, il y a des groupes en Angleterre, en France, et c'est un héritage massif, ouais. Punaise, ouais, je me sens fier. Enfin, c'est ouf, quoi, qu'il y ait des artistes comme ça qui aient fait autant pour la culture africaine et je sais pas, qui l'ont renouvelé à leur façon. Je dirais pas la culture africaine, je dirais une culture africaine. Ok. Tu vois, la world music et tout ça, bon, ça arrive après, c'est souvent, c'est business, machin. L'Afrique, c'est tellement riche, quoi. Enfin, moi, j'en connais peu, mais je suis fou amoureux de la culture sénégalaise, le sabar. Et rien que ça, le sabar, le mbala, c'est ultra singulier, quoi. Mais On peut pas dire, quand tu regardes ça, c'est la culture sénégalaise, quoi. C'est pas la culture africaine. C'est une grande culture africaine. C'est sûr que. De même que le djembé, t'as la culture mandingue et la culture guinéenne. Et c'est pas pareil. Après, tout ce que j'adorerais savoir, c'est comment tout ça a voyagé. Pareil, t'as des trucs, des instruments. Moi, je suis allé au Sénégal avec un pandero. C'est le petit instrument brésilien qui est là-haut, là, où il y a des cymbalettes sur les côtés et une pause sur un cadre. Okay. Et les mecs, ils voyaient ça, ils font, c'est génial et tout. Mais nous, on a la siko. La siko, c'est plus ou moins ce truc-là, je pense. Ok. Et les Maghrébins et les Turcs aussi, je pense, ils ont le bendir. Ok. Bendir, pandero, je pense que c'est des mots cousins, quoi. C'est des mots cousins, ce truc-là. Mais il y a l'Atlantique entre les deux. Mais tu veux dire que ce soit, attends, avec cet instrument qui est cubain? Non, brésilien. Brésilien. Mais je sais pas, tu sais, au Brésil, il y a un style aussi qui s'appelle le roté. Ça s'écrit xoté. En fait, ça vient des Écossais, Scottish. Ils sont des Écossais qui sont venus avec l'accordéon. Et hop là, ça s'implante. Enfin, les Brésiliens, c'est des grands recycleurs. Ok. Mais tout le monde fait ça, en fait. Enfin, c'est comme la batucada, c'est la rencontre de survivance. Enfin, pas de survivance, c'est les cultures africaines emmenées par les esclaves et les instruments des militaires portugais, quoi. Wow. Et en fait, tout est pareil. Enfin, il y a aussi un aspect qui mériterait qu'on l'étudie à l'école partout, c'est la santeria cubaine, les tambours bata, les tambours comme ça. Peut-être que Thomas vous en a parlé de ça. Ouais, exactement, au Cuba. La santeria, c'est cousin du candomblé brésilien. C'est pas du tout les mêmes instruments, mais c'est des origines communes. Alors après,
Et il y a aussi le vaudou haïtien qui est différent, mais qui a à voir, en tout cas, de musique de trance, pour des esprits. Santeria Candomblé, c'est beaucoup plus similaire. Chango, Yemaya, Yemanja, tu vois, il y a un panthéon de dieux, tu les honores par des rites, tu les convoques par les rites. Et tout ça, ça nourrit les musiques modernes. Le samba vient du candomblé. Mais il y a un truc qui me perturbe, c'est que là on parle de toutes ces similarités entre les cultures musicales, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Turquie, t'as évoqué. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, donc j'essaie un peu de tout reposer. Déjà, c'est dingue que tout s'influence comme ça, et c'est ouf de pouvoir un peu remonter la trace. Et ensuite, ça me perturbe parce que en fait, c'est pas mal les percussions en fait qu'on retrouve partout. Je pense que c'est le truc premier. Ah. Je pense que je sais pas à quel moment les hommes ont arrêté d'être des gros singes, tu vois. Okay. Ce truc là, moi je suis pas créationniste, ouais. Et je pense que c'était c'est vraiment direct la percussion quoi. Il y a plein de, je sais pas, un tronc creux, un tronc pourri. Tu lui tapes dessus, ça fait un son. Et tu vois, ça générer un son, c'est kiffant quoi. Enfin, il y a des instruments très très primitifs entre guillemets. Le berimbau, tu vois, c'est un arc. C'est un arc avec une feuille, une sorte de la corde, elle est en métal. Ok. Et tu tapes dessus avec un bâton. Dans la main qui joue, tu tiens un truc tissé en osier avec des grains dedans, donc ça fait chut en même temps que ça tape, et tu tiens un caillou pour faire 3 sons. Soit tu tapes sans toucher la corde, soit tu effleures la corde et ça va grincer, soit tu pousses sur la corde et tu vas générer une deuxième note. Et c'est l'instrument de la capoeira. Et donc là, il y a encore un lien entre du coup la culture brésilienne, le son, l'esclavagisme, le truc aussi, et ce truc de déguiser les choses quoi. Ça ce truc typiquement brésilien. Ouais. T'as pas le droit. Le candomblé, ils l'ont déguisé dans le culte des saints. Ils ont fait semblant d'accepter le catholicisme. Okay. Voire à force de faire semblant, ils l'ont vraiment accepté. Ils arrivent à être à la fois dans le candomblé et catholique. Ils ont fait des correspondances entre les dieux du candomblé et les saints. Quoi? Et la capoeira, ils ont déguisé un art martial en danse pour que le maître esclavagiste ne se dise pas oh là là, mes esclaves ils sont en train de s'entraîner, peut-être dans 2 semaines ils éclatent mes contremaîtres et ils me tuent et ils s'enfuient. Wow. Est-ce que tu connais la culture des Indiens à la Nouvelle-Orléans? Pas du tout. Il faut que tu vois Trémé. Ok. Ok. Il y a des esclaves qui sont évadés de plantations en Louisiane et qui ont été recueillis par des Indiens. Et pour perpétuer le souvenir et la reconnaissance, il y a des Noirs de la Nouvelle-Orléans qui se font des costumes d'Indiens incroyables mais vrais. Ils les font eux-mêmes, avec des perles, des plumes, etc., etc. Et ils chantent des musiques un peu blues en call and response. Ok, c'est-à-dire ils lancent une note et ensuite les autres reviennent. Non, il y a un chanteur lead qui lance une phrase et les mecs répondent un chœur, ça tourne en boucle. Et il y a ce même rapport qu'ont les Brésiliens avec le carnaval, que tu vois, il y a une école par quartier à Rio, voire plus, avec une identité de couleur, etc. Et chacune fait son morceau et le carnaval c'est un concours. Chacun. C'est un concours le carnaval? Ouais, c'est un concours, c'est noté. Enfin, c'est même comme un sport, c'est organisé comme un sport. Il y a première division, groupe spécial, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Et il y a 12 écoles par groupe. Et c'est noté. Ils passent dans le sambodrome, il y a des juges. Le sambodrome. Sur tous les aspects. La musique, la choré, les costumes, le thème, les allégories, plein de thèmes, plein. C'est des notes sur 10, on fait les comptes. Il y a une école qui a meilleure note que tout le monde, elle a gagné le carnaval. Si elle est en groupe A, elle monte en S spécial, si elle est en B, elle monte en A, et il y a une école qui descend. D'accord, donc clairement, c'est vraiment, c'est comme un sport. Comme un sport. C'est une compétition. Enfin, un aspect compétition. Mais après, à la différence, il y a quand même un socle commun. Il y a un socle commun. Tout le monde a les mêmes instruments. Il y a des variations relativement infimes pour qui ne connaît pas
entre les écoles. D'accord. Et puis tout le monde influence tout le monde, quoi. Il y a une année, il y a une école qui invente un truc, tout le monde fait waouh. Et directement, Et ils ça le se prennent, partage. Ou alors ils le réinterprètent. Et c'est ça qui Et me, puis- je sais pas, ça me perturbe un peu. Je regardais un peu, enfin, commençais un peu à me renseigner sur les batucadas, et je me disais, enfin, pareil, mais c'est que des percussions, quoi. Comment ils arrivent à se renouveler, à créer comme toujours je sais pas, des nouveaux sons et tout, des trucs dingues. Alors la différence c'est que à Rio ils font du samba enredo, ils font des chansons, ils accompagnent des chansons. D'accord. Et nous on fait du show de batterie. Ok. Enfin après il y a des gens qui poussent le truc, il y a des gens en France qui poussent le truc à tout faire comme là-bas. Ils vont tout faire comme là-bas. Ils vont faire Ouais. des enredo, ils vont avoir des danseuses, ils vont avoir une porta bandera, ils vont avoir un mestre sala. La porta bandera c'est une danseuse qui a le drapeau de l'école, donc Mhm. ils vont faire un drapeau d'école. Généralement ils vont s'habiller comme là-bas, ils vont mettre les petits chapeaux, le pantalon blanc, des t-shirts dégueulasses qui ressemblent à des maillots de foot, qui dégueulent de couleur. Ok. Mais attends, Je dis ça, mais j'aime bien. Hein. on va, Mais c'est mais bien, en je- fait, j'aime bien, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire moi. Parce que quand j'ai découvert ça, j'aimais déjà d'autres cultures, que Mhm. je vois les ponts. Moi, j'ai envie de faire un truc métis. Je me suis rendu compte aussi, quand j'ai découvert le maracatu, les trucs du nord-est et tout ça, je préfère le son de leurs instruments. Enfin, les vrais instruments du samba carioca sont pas beaux. On parle que de musique. On parle pas de sociologie de la musique. Attends, mais j'arrive. Mais alors, là, tu parles un peu de ta vision d'une batucada, de ce que t'aimes dedans. Aujourd'hui, t'es à la tête d'une batucada qui s'appelle, si je me souviens bien, Bloco Verde. Mhm. Quelle vision défends-tu? Comment tu t'es retrouvé à sa tête? Qu'est-ce que ça signifie pour toi de croiser finalement ce militantisme écologique Mhm. avec ta passion qui est la musique? Alors, donc ouais, Bloco Verde, c'est une batuque militante. En fait, moi, j'avais un fantasme de faire, j'appelais ça batuque terroriste. J'aimais l'idée que on puisse arriver en musique, il y a une inertie en fait. On est tous différents. Moi, je suis speed et il y a des gens qui sont pas speed. Et j'ai toujours détesté le fait que pour faire un truc en groupe nombreux, parce que j'ai fait beaucoup de groupes nombreux, il faille perdre du temps. J'avais envie. On dit qu'on part, on part. C'est pas, on parle de partir, on part quoi. Ok. Et du coup, je fantasmais une batuque qui soit capable de s'installer en 2-2, jouer 5 minutes et partir comme une volée de moineaux, tu vois. Tout le monde qui part en courant dans toutes les directions. Et rendez-vous au point suivant et on joue. Incroyable. Et bon, quand XR est arrivé à Paris, il y a un pote qui a rencontré la nana qui s'occupait de la partie artistique, musicale, qui a donné mon nom. Elle m'a appelé. Il y avait l'action de l'occupation du pont de Sully, qui devait être le pont de Châtelet. Je suis allé là-bas avec mon tambour. Et puis ensuite, on a parlé de faire une batuque pour l'occupation de Châtelet du mois d'octobre. Ok. Et ça s'est passé hyper bien. Enfin, moi, je donnais des cours depuis 6 ou 7 ans pour une asso qui s'appelle Aquarella, qui est une des premières écoles à s'être montée à Paris, si c'est pas la première. Mhm. Et j'aime bien donner des cours, en fait. J'aime vraiment donner des cours. J'aime bien transmettre ce truc-là. Et du coup, la première répète de ce bloco, ça a été la dernière répète de l'année du cours Aquarella. Mhm. Ça s'est hyper bien passé. Il y avait 10 personnes qui avaient majoritairement des petites capacités. Et en fait, c'est facile. Plus t'es nombreux, plus c'est facile. Et c'est plus facile de se greffer sur un truc qui joue déjà un peu que de commencer à zéro avec tout le monde qui est à zéro, tu vois. Aussi intimidant que ça puisse être éventuellement. D'accord. Et bon, ça s'est fait super vite. Après, on s'est dit... Enfin, moi, j'ai vite eu des réticences sur certains aspects de Extinction Rebellion. Le fait que ça se veuille inclusif, mais que ça soit majoritairement blanc, classe moyenne, classe supérieure. Après, tu forces pas les gens à venir, hein, mais disons qu'en tout cas, ils ont pas su trouver les réponses pour attirer d'autres gens que des blancs de classe moyenne et de classe supérieure. Et ça, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est un problème. Et aussi, moi, j'ai entendu Blanche Gardin dire, moi, je suis pas militante, je peux pas être militante parce que être militant, c'est endosser les erreurs
de son mouvement. Et moi, je fais jamais partie d'un mouvement. J'ai trop d'ego, peut-être pour ça, ou trop d'individualisme. Je vais sur des combats avec des gens. Et aussi, au premier jour où je suis rentré dans Extinction Rebellion, j'ai parlé du film La vie de Brian des Monty Python. Ok. Qui est une espèce de comédie autour de Jésus, tout ça. Et où tu vois des petits groupuscules palestiniens de résistance aux Romains qui se détestent les uns les autres. C'est-à-dire, leur principale activité, c'est pas de combattre les Romains ou d'essayer de s'unir pour être plus fort, c'est de se chicaner les uns les autres. Ok. Et ça, c'était hyper bien vu parce que c'est vraiment humain en fait, quoi. L'écologie politique, elle a jamais rien fait d'autre. Et elle le fait encore. Sandrine Rousseau, si tu m'entends. Chut! Ok. Et entendu. je suis super triste que, je pense que maintenant ça va mieux. Entre Extinction Rebellion, Alternativa et d'autres. Mais au départ, c'était chacun pour soi, chacun pour ses couleurs. Donc tu retrouvais vraiment finalement Les Monty Python. ouais, J'ai retrouvé les Monty Python. Et moi je me suis retrouvé là-dedans à être un... J'ai beaucoup mangé à cause de cette histoire. J'ai beaucoup mangé à cause de cette histoire. Après, j'étais ultra content de faire le bloco. Ouais. J'étais ultra fier. Mon ego était super satisfait des trucs qu'on a pu faire avec ça et tout. Et j'ai quand même à m'en prendre qu'à moi-même aussi, tu vois. Je me suis investi comme j'ai voulu. Je pouvais m'investir plus lentement. Enfin, j'aurais pu faire, si j'avais été plus calme, plus prudent, etc., on aurait peut-être gardé plus longtemps la direction collective qu'on avait, tout ça, mais faut jamais regretter. Faut jamais regretter. Aujourd'hui, le groupe, il est toujours vivant et il est super. Ok. Il est super. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu te dis militant ou bien tu restes tout de même un individu je dans me ce dis dans le militant, mais j'ai pris comme je te dis, j'ai pris des claques. Le Covid, ça a créé une situation qui a fait du mal à pratiquement tout le monde, quoi. Le premier confinement, il y a des gens qui ont été heureux parce qu'ils ont été à la campagne ou ils ont bien aimé le calme et tout. Mais on a tous souffert. Et on a pu assez vite faire un peu des trucs. On pouvait pas se voir, on pouvait pas faire des répétitions, on pouvait pas faire des réunions, mais on a pu faire des manifestations. Ok. Alors qui avaient plus rien à voir avec l'écologie, mais en fait, avant qu'il y ait le Covid, on a commencé à faire des manifestations politiques. Ouais, déjà. Et moi, il y a un truc auquel j'aspirais, c'était comment ça s'appelle ? La convergence des luttes. Okay. Vraiment, quoi. Et je sais que XR s'est déchiré sur l'éventuelle convergence avec les Gilets jaunes. Et ça, j'ai détesté. Et en fait, après, il y a eu l'occupation du théâtre de l'Odéon. Ok. Et j'y suis allé, et j'ai adoré. Mais ça m'a rincé. Ça m'a épuisé. Et après, j'étais clairement déprimé. Mais c'est ce que je me demandais, comment on fait pour garder la force de s'investir dans le mouvement, de mener des actions comme tu le fais avec la Batucada ou bien voilà, plus généralement. Moi, je mène pas des actions. Okay. Je dirige un groupe de percussion qui est dans des actions. J'ai compris que mon rôle aussi, tu vois, j'ai des convictions politiques, j'ai des idées politiques, mais ma vraie pertinence dans un mouvement collectif, c'est l'énergie que je peux apporter par la ZIC, même éventuellement, s'il n'y a pas de groupe, je peux aussi amener cette énergie d'une certaine manière. Mais en tout cas, à l'Odéon, j'ai découvert un groupe humain incroyable, beaucoup plus puissant qu'XR, à mon goût. Wow. À XR, j'ai vu des gens très puissants. J'ai vu des individus très puissants qui ont eu une intelligence collective incroyable et organisé des trucs. Mais ça n'avait qu'un temps, tu vois. Comme tu sais, il y a des caméras partout dans Paris. Ouais. Quand il y a eu l'occupation de Châtelet, c'était un coup de maître. Tu vois, c'était un coup de maître. Mais ça s'est fait le lundi. Le vendredi, il y a eu une tentative d'action autour de l'Assemblée nationale. Elle a été enrayée parce que le lundi matin, les flics, ils ont pris les caméras vidéo qui sont sur Paris. Ils ont fait rewind. Ils ont regardé comment étaient arrivés les camions, etc. Ils sont remontés jusqu'à l'origine où ça s'était fait. Et ensuite, ils ont surveillé.
Et quand il y a eu l'action de vendredi, ils ont pu enrayer ce qu'ils n'avaient pas pu faire le lundi. Aujourd'hui, de tous les gens que j'ai connus dans XR, les têtes d'XR de Paris, ils sont tous partis. Je leur fais aucun reproche, c'est qu'à mon humble avis, en fait, il y a plein de trucs qui m'ont choqué, mais là on est en train de s'éloigner de la ZIC. C'est loin, on va y revenir progressivement. Du coup, je vais pas faire long, mais il y a un vrai problème, en fait. Moi, si tu veux, je voulais que le Bloco, ce soit écolo, antiraciste, antisexiste. Mais il y a, à cause, alors je vais faire un raccourci, plus ou moins à cause du wokisme peut-être, ou à cause d'une certaine façon de penser les choses aujourd'hui, dans la jeune génération, il y a un truc où, parce qu'il y a les privilèges, ben, je connais, il y a des gens dans le Bloco, tu vois, qui sont par exemple, des meufs qui sont féministes, qui se disent, moi, je peux rien dire, je suis pas racisé, je peux rien dire sur la question du racisme. Ok. Et donc, au nom de cette logique-là, moi qui suis hétéro, blanc et urbain, eh ben, en fait, je dois fermer ma gueule sur tous les aspects qui m'intéressent dans le militantisme que je veux mener. D'accord, ok. C'était beaucoup plus général, finalement. Si t'as raison de dire, je suis pas racisé, j'ai pas, mais je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, j'entends parfaitement, là, avec le Bloco, on a fait une manif féministe. La tête de la manif était non mixte. Ok. Et nous, on est mixte, on s'est retrouvés à être la voiture balai de la manifestation, parce qu'il y avait trois batouks. Donc il y a eu 2 batouks de meufs dans le cœur de la manif. Et nous, on marchait 30 mètres derrière pour pas gêner la deuxième batouk de meuf qui était plus petite que nous. Et il y a une meuf chez nous qui était folle furieuse. Elle était folle furieuse. Parce que son neveu est injustement accusé de viol. Elle était folle furieuse. Ok. Mais là, je me demande, enfin, t'as dit qu'on s'éloignait un peu de la musique. Je sais pas, enfin, tu parles du fait qu'il y avait un manque de mixité pour toi, après il y a eu des sortes de divergences dans le message, mais tout de même, enfin, ce groupe-là qui était un peu, enfin, majorité blanc et tout ça, ce qui vous rassemblait, c'était la musique latine, brésilienne. Toi, enfin, t'es arrivé dans ce projet-là, enfin, en tant que maître, enfin, est-ce que ça s'est imposé comme une évidence de faire une batucada pour Extinction, ou est-ce qu'il y avait d'autres styles musicaux qui arrivaient? Ça s'est fait parce que XR c'est né en Angleterre et que quand ils ont fait des grosses occupations à Londres, il y a une école de samba de Londres qui est venue et qui a aidé à mort le truc, quoi. Donc on a vraiment on a voulu calquer ça, quoi. Et enfin, du coup, ça c'est vraiment moi c'est ça que j'aime faire, voilà. Bah très bien, je sais le faire, j'aime le faire, on le fait, quoi. C'est parti. Après et puis enfin voilà, il y avait personne d'autre n'avait la compétence de le faire. Donc c'est vrai que je pouvais le faire comme je voulais, entre guillemets, quoi. Enfin mais après c'était on mettait les choses en discussion. Et ce qui était super dans le Bloco au départ, c'était il y a des gens qui viennent d'XR et il y a des gens qui viennent du samba. Ils connaissent déjà un peu le samba. Okay. Ils ont envie de faire une batouk militante, ça leur parle, ça leur plaît, ils viennent. Et tant que c'était ça, c'était bien. Si on avait été que des gens d'XR, on n'aurait jamais été aussi loin, on n'aurait jamais fait aussi fort. Et concrètement, les gens d'XR partent les premiers. Il y a plein de gens d'XR qui sont venus faire les premiers stages, qui ont pris des postes, où il y a une seule personne, qui sont très importants, ils sont venus, ils ont appris, ils sont partis. Mec, meuf, tu sabotes le truc. Bon, comme on est un peu sur toujours un peu les divergences d'opinion, et finalement, enfin, ça reste le vivre ensemble, hein, ça en fait partie. Mais moi, ce que je me demande, parce que là, on parle d'XR, ça reste un mouvement, enfin, écologique, voilà, enfin, contre le dérèglement climatique et tout. Le son qui s'est donc imposé pour XR, c'est Batucada, c'est venu de Londres, c'est venu de toi. Si tu devais, comment dire, trouver un son qui qualifie du coup un peu l'inverse de ce que fait XR, c'est-à-dire le son de notre société, un peu la croissance à outrance, le son du capitalisme, on ouvre un peu, Mais qui serait pas une musique ou qui serait Ah, un genre musical. Bah, je vais blesser des gens, mais je te dirais l'indus, quoi, mais mais Okay. en même temps, non, je pense que les gens qui font de l'indus, ils sont peut-être tout aussi anticapitalistes que moi, mais par contre, enfin, je pense que la catastrophe, pour moi, c'est le positivisme.
Le positivisme, c'est un mouvement philosophique du 19e, Auguste Comte, Ok. qui pour lui, le progrès c'est bien. Le progrès c'est bien. Non, le progrès c'est pas bien. Quand les frères Nobel, ils ont inventé la dynamite, ils croyaient qu'ils avaient inventé la dissuasion nucléaire. 100 ans plus tard, Hiroshima. Non, les gars. Le progrès, j'en bénéficie, mais tu vois, enfin, je sais pas, moi, je suis, ouais, non, j'ai un iPhone, enfin, j'ai pas un iPhone, j'ai un smartphone. Mais je vais pas trop sur Internet avec, Ouais. Maintenant, c'est obligé, quoi. Maintenant, pour faire des démarches administratives, il faut avoir un smartphone. Faut faire partie du système, même si parfois, ben, on s'y oppose. Ouais, c'est compliqué d'être complètement en système. Surtout, là, comme ils sont en train de criminaliser la subversion, enfin, les ZAD, ils sont en train si tu veux squatter, tiens, on va faire passer une loi, l'amende, maintenant, ça va être 3 fois plus cher que c'était. Ouais. Tu vois, l'écologie, Ça serait dit. la pensée politique de l'écologie, c'est une pensée urbaine, en fait. Ok. C'est-à-dire? C'est-à-dire, les paysans, ils connaissent la terre, ils ont jamais eu besoin d'être écologistes, en fait, quoi. Enfin, ils le sont naturellement, ils ont pas besoin d'en parler. En fait, Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau, est-ce que c'est seulement ce qu'elle a à faire? Moi, j'ai demandé au moment, j'ai eu une réunion dans le cadre de l'occupation d'Odéon, et j'ai demandé qui dans la salle sait ce qu'elle a à faire. On était 4 personnes, et moi, ça faisait pas longtemps que je savais ce que c'était. Ok. Oui. La pause une seconde. C'est bon. La SAFER, c'est les gens qui gèrent l'attribution des terres. Quand tu veux acheter une terre, la SAFER intervient. Et te laisse ou ne te laisse pas. Selon que t'es du coin, selon qu'un paysan du coin veut la terre, il aura la priorité, etc., etc. C'est des gens qui ont un énorme pouvoir. Un peu lié à la FNSEA, etc. Je trouve ça surréaliste qu'on apprenne, qu'on sache pas ça. Mais là, moi, il y a un truc il y a un parallèle, en fait, enfin, qui me choque un peu. Moi, je mets un peu en parallèle, disons, genre, l'écologie, sa préservation. 1-0 pour la France contre le Maroc! C'est beaucoup trop tôt! C'est beaucoup trop tôt! On gagne, apparemment, on gagne. Ah, moi, je serais content si les Marocains gagnent, je suis content. Mais dans les deux cas, on gagne. Dans mon point de vue, pareil. Mais est-ce que je me demande? Ma fille. C'est assez vivant. Enchanté. On parle de musique et tout. Bah, Philippe, si je peux te demander, tu t'es engagé, enfin, dans un militantisme, dans ce mouvement, qui voilà, lutte pour la défense de l'environnement et tout ça, sa préservation. Et je vois un peu la musique comme la même chose en fait, un patrimoine à préserver. Ouais, carrément. Toi, si tu devais par exemple là, enfin, je sais pas, genre préserver, sauvegarder un album. La question, c'est l'île déserte, mais avec un seul album. C'est ça que tu me demandes? C'est ce que je te demande. Ouais. Eh ben, je pars avec la BO de R. Mais la mort dans l'âme, parce que je devrais laisser D'Angelo, tu vois. Aïe. Cette BO, si tu la connais pas, je t'invite à l'écouter. C'est un spectacle qui a été écrit pour Broadway vers 68 ou quoi. Ok. Et ils ont refait la musique pour une version cinématographique de 79. Et ils ont pris des bons icos, des chanteurs et chanteuses incroyables, mais vrai. Si tu compares les deux BO, tu t'hallucines. C'est vraiment hallucinant. Donc je partirai avec ce disque-là, je pense. Mais c'est vraiment la mort dans l'âme. La mort dans l'âme. Sinon, je ferai un CDR de 5 heures où il y aurait le meilleur de Fishbone, le meilleur de Parliament, R et le meilleur de Steel Pulse. Ah, ça, c'est bon, ça. J'aurai un peu plus de sérénité. Mais d'ailleurs, j'en profite. Enfin, là, tu parles un peu de tes groupes totems, de tes artistes, préférés. Ouais. Bon, c'est un podcast dans lequel on essaie un peu de divaguer, d'ouvrir un peu des possibilités. Si tu pouvais t'adresser, à tes artistes préférés, qu'est-ce que tu leur dirais, en fait? Je sais pas, genre Steel Pulse, Fishbone. Je leur dirais un immense merci. J'ai vu un psy pendant un temps. Le mec m'a dit, la musique vous a sauvé la vie. Alors, je pense que c'est pas que le fait d'en écouter. C'est l'aspect social de la musique. J'ai fini mon éducation aussi, mon éducation sociale, quoi. Enfin, j'étais, mon père, il a souffert d'avoir un père dur. Il m'a mis aucune limite. J'étais un petit roi des années 70, quoi, tu vois. Et du coup, c'était un problème, en fait. Je manquais de limites et j'étais beaucoup trop sans gêne. Et les gens, ils m'ont renvoyé un truc
Mais calme-toi. Hmm. Calme-toi, quoi. Punaise. À plein d'aspects. Enfin, il a fallu plein de couches à ça. Enfin, tu vois, comme pour faire un beau mur, il faut plusieurs couches de peinture. Il a fallu plusieurs couches de renvoi par les autres, n'exagère pas, quoi. Enfin, Bah, ça a pris du temps. Après, c'est humain. pareil, hein, c'est un truc aussi que encore maintenant je le fais trop, c'est questionner les motivations des gens. Tu vois, je trouvais quand j'avais entre 25 et 30 ans, je trouvais que les gens dans mes groupes s'investissaient pas assez ou mal. Ok. Je leur regardais sous le nez, comme je dis. Et ça, c'est violent, en fait, quoi. Mais C'est irrespectueux, c'est violent. pourquoi c'était si important pour toi que les gens s'investissent autant que toi, de la même façon? Bah, parce que, enfin, on essayait d'en vivre, donc il faut travailler pour pousser le projet le plus loin possible. Et puis après, il y a l'ego collectif. Moi, c'est vrai que il y a un côté, j'ai un genre d'instinct grégaire sur quand je fais un groupe. Généralement, je suis fier de le faire. Je fais pas de groupe qui m'intéresse pas. Enfin, Ouais. Non, j'ai évité d'aller à l'usine avec la musique. Il y a un truc que j'ai fait dont j'étais pas fier quand j'ai dit oui, mais finalement, je suis devenu fier de le faire. J'ai été remplaçant chez Gala. Gala, le magazine? Gala. Non, non, j'aurais jamais bossé pour le magazine. Non, la chanteuse. Ah, ok. Mais je sais pas, mais... Et quand on m'a dit ça, je fais what? C'est un pote tromboniste qui m'a dit, le mec qui joue avec Malka Family, il m'a dit, je suis tromboniste et synthé basse chez Gala, on a des dates en même temps que Malka. Est-ce que tu peux me remplacer dans Gala quand j'ai une date Malka? Au début, j'ai fait, wow, what the fuck et tout. C'est qui cette meuf? Et quand j'ai rencontré la meuf, super sympa, super intelligente, bonne danseuse, elle chante juste, elle prend des musiciens et des danseurs pour aller en spectacle avec elle, alors que tous les artistes avec qui on s'est retrouvés prenaient des bandes. Donc j'ai un grand respect pour Gala. Philippe, je te propose d'aller vers oh, merci beaucoup, la toute dernière section de ce podcast-là, qui dure finalement assez peu de temps. Et elle s'appelle le Karaéko. Alors, t'as parlé du fait que Gala chantait très bien, que ça t'a vraiment, ça t'a troublé. Alors, moi, Ça m'a troublé. Voilà, je l'interprète. J'interprète carrément. Non, mais je me dis, moi, j'aime bien chanter, mais je chante très très mal. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire profiter les invités. Et le Karaéko, c'est un karaoké inversé. Où je vais te donner des paroles de musique en français. Et je vais te demander, en fait, de retrouver d'où elles viennent. Ok. Ça va, normalement, c'est pas très long. Il y a deux, trois lignes. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Ok. Alors, ça fait comme ça. Et je dois les chanter ou... Tu peux chanter si tu veux. Je dois retrouver le morceau. Tu dois retrouver le morceau. Ok. Ça, franchement, c'est déjà beaucoup, et beaucoup de personnes ont eu du mal. Bon, j'y vais. Qui a lâché les chiens? Ouh, let the dogs out. Mais je sais pas qui a sorti ça le premier, par contre. Je sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Sérieux? Ouais. Ah, ouais, je connais que le plus populaire, mais je savais pas qu'il y avait une histoire... C'est qui? Attends, j'ai écrit quelque part. Bowman. Bowman? Alors, j'écris très très mal. Bowman. Je sais pas. Je pense que c'est la version la plus connue, il doit y en avoir d'autres. Ok. Mais j'ai entendu ce son-là, en me renseignant un peu sur la batucada, et je sais pas, j'ai trouvé juste l'énergie dingue, quoi. Parce qu'on le fait avec le bloco. Ouais? Tu nous as vu le faire? Je vous ai pas du tout, vous avez vu sur internet. Ok. Et il y avait une sorte de petite captation vidéo, et je me suis dit, punaise, c'est stylé, j'aurais pas vu le mélange marcher comme ça, mais ça rendait clair. Parce qu'on fait du funk. Ah. Moi, je suis un ouf de funk. Ouais. Et c'est pour ça aussi. Ouais, punaise, merci de nous régaler, hein, franchement. Philippe. Attends, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Apparemment, on a un petit bonus, si ça te va. Alors, des paroles qui pourraient te dire un truc. Il était une fois maman qui la voulait. Il était une fois une pop qui la voulait. Est-ce que ça te dit? Est-ce que ça résonne quelque chose? Alors, il y a... T'as pris les paroles de Parliament ou de Funkadelic et tu les as traduits dans Google? C'est Red Hot Mama de Funkadelic? C'est très très proche, et ça parle de maman, ça parle aussi du papa. Ça fait There once was a ma. Ah non, c'est Fishbone. Ouais. Mine pas. Ouais, c'est ça. Bon, ok. En plus, ah ouais.
J'entends pas bien les paroles des chansons. Je comprends bien l'anglais, mais mon écoute, elle est trop sur la musique pour bien capter les paroles. Mes filles, elles comprennent mieux les paroles que moi. Ouais, peut-être t'es vraiment dans la mélodie. Pas la mélodie, un espèce d'ensemble du morceau dont ça fait partie, mais il y a des morceaux de Fishbone que j'écoute depuis 30 ans et plus, et je sais toujours pas ce que ça raconte. Alors que ça, c'est des textes bien écrits, qui disent des vrais trucs. Punaise. Bon, ça c'est un plaisir, franchement. Philippe, est-ce que t'aurais quelques mots pour clôturer cet épisode avec toi? Vive la musique. Ce que je trouve génial avec la musique, c'est... Tu sais, je t'ai dit, c'est un artisanat. Le côté... le samba, la musique latine et tout ça, tu vois vraiment que c'est des milliers de personnes qui l'ont construite et qui la construisent. À l'opposé du côté... les petits artistes de pop qui ont 22 ans, qui ont lu Rimbaud et Antonin Artaud et qui pètent plus haut que leur bouche et qui croient inventer un truc. C'est très dur d'inventer un truc sur le format de la pop musique. Très très dur. Ah, j'espère que ça viendra. On peut le faire, on peut avoir un univers déjà, il y a le timbre de voix des chanteurs, chanteuses, il y a l'instrumentation. Enfin, si tu vois bien que quand la guitare électrique arrive, c'est une révolution. Quand le synthé arrive, c'est une révolution. Quand le sampler arrive, c'est une révolution. C'est quoi la prochaine révolution? Je sais pas. Et par contre, à l'inverse, quoi, ces musiques populaires traditionnelles. Il n'y a pas d'invention d'instruments et quoi que ce soit, mais par contre, c'est une œuvre collective, quoi. Et dans ces milliers de gens, il y a des gens qui ont un apport plus important, ils entendent plus, ils ont des idées, je sais pas. Mais c'est pas l'homme providentiel, c'est pas le génie, je sais pas quoi. Enfin, non, mais il y a un truc qui me parle à mort, quoi. Et ce côté aussi, ça m'a frappé au Brésil. Le fait que il y a des gens, il y a les différences de richesse, de statut social sont folles, mais il y a des méga riches et des méga pauvres qui connaissent la même chose. On n'a pas d'équivalent en France. Nos méga riches, ils savent pas ce que c'est Anderson .Paak, ils savent pas ce que c'est. Ils vont pas s'abaisser, se salir à écouter du métal ou du hip-hop ou je sais pas quoi. Non. Après, tu peux parfaitement être pauvre et devenir un génie du violoncelle en ne jouant que du Bach et autres. Enfin, dans l'autre sens, tu peux aller dans l'autre sens. Tu veux dire que la musique n'a pas de classe sociale? Sur le papier, non. Mais en Occident, si, malheureusement. Mais en tout cas, c'est pas la musique qui va se refuser à toi. Alors tu vois, on te signifiera que tu es un pauvre dans tel conservatoire, dans telle institution, mais si t'es bon, à un moment donné, tu fermeras les bouches des gens, quoi. Et ouais, la musique, elle te prend, elle te refuse pas, quoi. Ok, il suffit juste du coup d'accepter la musique. Merci beaucoup pour votre écoute. De rien. C'était un plaisir d'enregistrer cet épisode-là avec Philippe. C'était un plaisir pour moi aussi. Et puis voilà, très bon match à vous, vive la France, vive la musique. Ainsi s'achève cet épisode d'écolocation enregistré avec la participation de Philippe. Mes remerciements vont à Alexandre Adam, réalisateur de l'émission, ainsi qu'à vous pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou tout simplement en partageant autour de vous. Retrouvez l'ensemble de notre actualité sur écolocationpodcast.com et surtout retrouvez-nous dans un mois pour la prochaine écolocation.